Bonjour à tous et bienvenue à la table des mots qui font des phrases et des phrases qui font des idées. Et des idées qui ont du sens. Et des idées qui ont du sens. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le podcast. C'est votre équipe préférée, de votre radio préférée, qui est de retour. On est très content de vous retrouver. On a mis du temps à se mettre en place aujourd'hui. Mais je pense que ça promet une émission d'autant plus qualitative. Mais si vous voulez, je vais vous épargner les analyses à 2 balles. Hein. Mais quand même. Ouais, on était juste avant qu'on lance cet enregistrement, on se posait la question si on préférait les bananes pas assez mûres ou les bananes trop mûres. C'est vous dire l'importance de nos discussions. Très importante. N'hésitez pas à répondre à cette question en commentaire. Comment allez-vous, mes chers chroniqueurs, aujourd'hui ? Bah écoute, je te dirais comme un charme. Comme un charme, c'est une très belle journée. Ouais. Grand soleil, Côte d'Azur, on est bien. D'ailleurs, question à 3 points chez vous, le charme est-il un oiseau, un arbre ou un fruit ? Waouh. Moi je dirais la réponse D. C'était ça. C'est une belle rêve, ça. Ouais. Ça va très bien, je suis toujours vivant. Donc je suis content. Step by step, un jour après l'autre. Exactement. Donc Pierre, à mon extrême droite, psychologue, psychanalyste, qui nous apporte toujours ses lumières sur les sujets plus divers les uns que les autres. Les divers et aussi les variés. Faut Ouais. pas oublier les variés. Ouais. Les invariés aussi. Les divers et les d'été. Ouais, exactement. Et notre docteur Chon national, indéboulonnable toujours en place. Le chignon est carré, les lunettes sont rondes. On a fait vérifier ça. Et la moustache est impeccable. Le skieur de piste. On est très content de vous retrouver. On arrive à avoir une régularité et on va essayer de vous donner du contenu de qualité cette année. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur YouTube et sur Spotify. Maintenant, ça y est, c'est officiel. Nous avons un Spotify. Attention, le progrès, hein. C'était pas déjà officiel la Si, dernière mais fois c'est jamais trop officiel. Pour le Ouais, rappeler. c'est vraiment officiel là. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur Spotify, sur le site de Radio Campus également, et sur YouTube en format vidéo, sur le podcast POTEKAST. C'est super. On a vraiment du mal à être fluide là. Ouais, Il ouais. va falloir s'y mettre. Non mais ça me va comme ça, moi j'aime bien le manque de fluidité. Quand c'est trop fluide, c'est... Faut que ça grince un peu. Mais d'ailleurs, finalement, est-ce que le grincement, c'est pas un bon premier mot pour introduire notre thème du jour ? Je vois pas du tout où tu veux en venir. Bah, le grincement des rotules, Oui. actuellement. Le grincement oui, quand les choses sont moins bien huilées. Ok, l'armoire qui grince. L'armoire ou on peut être aussi une armoire finalement. Ah, Oui, je tu vois l'as. où tu veux en venir, je l'ai. Voilà. Regarde la carrure de Jawai par exemple. Une vraie armoire à glace. Une commode. Pas très commode d'ailleurs. Une commode pas très commode, on dirait un bouquin ou un lit, un film français un peu nul. Un peu nul. Ou un truc pour enfants. Ouais. Tu sais, avec une commode qui serait un peu en colère comme ça. Une commode pas très commode. J'aime pas les armoires. C'est la meilleure introduction de toutes nos émissions Je te confondues, je jure, crois. incroyable. Le thème de notre émission aujourd'hui, les amis, ce sera un thème assez large, assez vague, et c'est, je pense, la raison pour laquelle mes chers collègues ont eu du mal à écrire aujourd'hui. Peut-être trop vague, mais je voulais leur laisser une liberté, mais finalement, je pense qu'il faut les contraindre de leur liberté pour qu'ils soient plus performants, je pense. Ah, et ça pose toute la question de la création et des contraintes dans la création. Est-ce que les contraintes finalement sont provocatrices de création ou alors est-ce qu'au final elles nous restreignent trop et elles bloquent notre créativité ? C'est intéressant. Il y a toujours un juste milieu à avoir, j'imagine. Complètement. Après, moi, je suis pour la contrainte. J'ai l'impression que le syndrome de la page blanche, il vient justement de la page blanche. À partir du moment où tu peux tout faire, tu ne sais plus quoi faire. Par exemple, si je te dis peins un tableau, c'est hyper dur parce que tu dis bon, qu'est-ce que je peux peindre ? Et si je te dis tu peins un tableau mais que en bleu, bah tout de suite, tu as des idées de tableau en bleu qui vont venir parce que le bleu ça évoque quelque chose. Et finalement, la contrainte, elle vient t'évoquer quelque chose de ce que tu dois faire. Et tu sais, ce syndrome-là, j'ai l'impression qu'il est aussi visible à une autre échelle, mais sur la société de consommation où tout est accessible, genre les données, Internet et tout. Je pense aussi particulièrement à la musique où, quand on était jeune et qu'il fallait aller chercher le CD pour écouter le truc, bah, t'étais obligé de... Enfin, tu mangeais tout, t'avais pas le choix, c'était la galère. Tu t'enregistrais des cassettes. Ça fait ancien de dire ça. D'ailleurs, ça aussi, ça correspond bien à notre thème du jour. De ouf. Et je me dis aujourd'hui où toutes les informations, le son, la connaissance, elle est accessible, c'est beaucoup plus dur au final d'aller chercher la connaissance parce que tu ne sais plus où chercher. C'est vrai.
C'est-à-dire que si on prend la métaphore d'une bibliothèque, quand on compare une bibliothèque avec Internet, c'est que dans une bibliothèque, il y a un coin avec des livres un peu poussiéreux. Et ils existent, ces livres-là. Et ils sont faciles à trouver, parce qu'il suffit d'aller chercher dans les endroits où les livres sont un peu poussiéreux. Mais si tu cherches sur Internet, c'est tellement vaste qu'il n'y a pas vraiment d'endroit avec des livres poussiéreux. Tout est accessible et en même temps, comme rien n'est caché, il n'y a pas vraiment quelque chose de caché. Enfin, vous comprenez l'idée ou pas? Bien sûr. Donc, c'est tellement grand qu'on s'y perd un peu, quoi. Complètement. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci. Non, c'est bien, les gars. Putain, on a quasiment fait une chronique sans. Voilà, quand je vous ai laissé partir. Mais je tâcherai d'être plus contraignant à l'avenir. Est-ce que tu peux me peindre un tableau en bleu, s'il te plaît? Je te fais ça pour la prochaine émission. Merci. Le thème du jour, les amis, c'est donc vieillir, grandir, prendre de l'âge, de la sagesse, les leçons de la vie, et caetera, et caetera. Soit dit en passant, tu vois, on n'est vraiment pas habilité à parler de ce sujet. Très peu. Bah, on a grandi, on est quasiment à la moitié de notre vie, pas tout à fait, mais on a quand même, on est à un bon tiers de notre vie, donc on a quand même un petit peu d'expérience. Oui, mais on a grandi, mais est-ce qu'on a vieilli? Bah aussi, oui. Et est-ce qu'on a maturé? Non, moi j'aurais dit l'inverse. On a vieilli, mais est-ce qu'on a grandi? Oh là là, non, non, non. En ce moment, j'ai redécouvert la lecture. Je lisais pas mal quand j'étais enfant, ado. Après, j'ai lâché les livres parce que, vas-y, de toute façon, les livres, c'est naze. Alors que c'est la Game Boy, c'est trop nul de lire. Et je crois que Dr. Chon ne lit pas énormément également. Non, je lis pas du tout même, alors que j'ai été un très très gros lecteur. Mais par manque d'alternatives. Ouais. C'est-à-dire que t'as vu, il n'y avait pas de télévision, d'ordinateur ou de Game Boy. Du coup, le livre, c'est trop fun, quoi. Ouais. Et ben j'ai retrouvé ce fun, figurez-vous. Un peu déjà par une forme d'autodiscipline. Je me suis dit, bon, allez, il faut que je me cultive un peu. Déjà, j'étais attiré par certains livres, et forcément, sinon je ne serais pas allé vers eux. C'est quoi ton type de lecture? Alors, moi, c'est plutôt des trucs de développement personnel en ce moment. Ou des trucs philosophiques, tu vois, je suis un peu là-dedans. Ok. Ou l'arrière, tu sais, quand tu vas aux toilettes, il y a la bombe pour les odeurs, là. Ouais. Il lit l'arrière, il lit ça. Les notices. Ouais, il lit la notice. Il est dans la notice. Ou l'arrière des paquets de céréales. Il connaît tout. Mais c'est plutôt des lectures qui vont m'apprendre quelque chose ou me faire grandir. Ou tu vois, pour l'instant, les romans, les trucs comme ça, je suis pas trop là-dedans. Ça a vite tendance à me faire chier. Et ça, on peut faire le parallèle, c'est avec les séries. Je regarde très peu de séries en fait parce que j'ai trop la flemme de chercher une série pendant que mon plat est en train de refroidir, de lancer une série, de me rendre compte que c'est de la merde au bout de 20 minutes, de remettre 20 minutes à chercher une autre série, de la remater, de me rendre compte au bout de 20 minutes que c'est de la merde, et ainsi de suite. Ah, mais là c'est parce qu'il te manque la capacité de synthèse de l'œuvre. En fait, Ouais. forcément, si tu commences des séries, il n'y a aucune chance que tu en retires quelque chose de l'histoire comme tu pourrais retirer quelque chose. Non, mais tu vois quand même vite si c'est de la merde ou pas, tu vois. Non, je suis pas d'accord. T'as vu? Quand c'est un nanar, ça se voit, quoi. Ouais, mais- Le doublage est mal fait, les acteurs jouent mal. Il y a un plein moment, de frérot, clichés. cette étape-là, elle est pas censée exister. T'as des amis, tu leur dis, file-moi les 3 meilleures séries que t'as regardées. Et c'est pas pour autant qu'il y aura aucune merde dedans, tu vois. Non, mais Ah bah, logiquement, super pour nous. entre les trois, tu fais une sélection. Ah ouais, ça, c'est un peu plus ma cam. Et si tes amis, tu les as déjà testés, tu sais à peu près la confiance que tu peux avoir dans leur vision filmographique et t'adapter. Mais je sais pas, moi, mon temps, il est précieux. Ça m'arrive pas de regarder de la merde. Ah, si, dur. moi, ça m'arrive souvent. Hein. Bah, il faut quand même aller un petit peu toujours à l'aveuglette, quoi. Oui, Faut- puis je vais pas passer mon accepter. temps, toutes mes soirées à appeler des potes. Ouais, tu regardes quoi en ce moment? Enfin, tu sais, il y a un moment où j'ai envie de bouffer, mon plat il est chaud, mon micro-ondes il sonne, j'ai envie de lancer un truc, donc je vais sur Netflix, je regarde ce qu'il y a en ce moment. Et il y a souvent tout le temps la même chose, quoi. Frérot, tu t'es fait niquer par la société de consommation. Non, Je mais suis je suis désolé d'accord. pour toi. Je suis d'accord. Non, mais il y a un C'est moment. pour ça que je suis revenu à la lecture. Non, mais il y a un moment même avec la lecture. Tu peux pas lire que des choses faciles à lire. Non, bien sûr. Il y a un moment, par exemple, moi en ce moment, je fais une course aux classiques que j'avais pas lus. L'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai lu Les Frères Karamazov. Là, je lis Les Misérables. Je lis Proust. Beaucoup de livres, moi, surtout pour Proust, longs. Les Frères Karamazov, par exemple, c'est 1500 pages. Les Misérables, pareil. Proust, c'est 7000 pages. Donc, c'est long. Et il y a forcément un moment où tu te fais turbo-chier. Mais il faut quand même le lire, quoi. Enfin, c'est à la fin que tu en retires quelque chose. Enfin, tu peux pas juger si t'as pas été jusqu'à la fin. Ouais, Bon, ouais. si c'est vraiment trop chiant et que effectivement, mais En tout cas, la première chose que j'en ai tirée de cette remise à la lecture, donc forcément j'ai commencé par des lectures simples, entre guillemets. J'ai lu des trucs un peu plus lourds de sens, un peu plus compliqués à la lecture. Mais la première chose que j'ai remarqué, c'est que les livres nous apportent des choses qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, en fait. Il y a une profondeur
dans ce qu'on en tire qu'on ne trouvera pas dans une vidéo YouTube ou dans un documentaire ou dans une série. Déjà, il y a le fait de lire, où tu es obligé de poser un peu ton cerveau, de te concentrer sur ce que tu lis, et ça t'emmène dans des trucs que tu trouves nulle part ailleurs, je trouve. Mais il y a quelque chose de l'activité dans la lecture. C'est-à-dire que c'est une activité qui est active et pas passive. Et donc, et ça met en marche toute une série de capacités projectives qui font que l'expérience de lecture, elle est unique. Elle existe que parce que tu l'expérimentes. Elle n'existe pas Enfin, bon, remarque, tout est unique, mais encore plus avec la lecture, j'imagine. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ce que j'aime vraiment dans la lecture, et ce qui me manque dans la lecture, c'est le fait que le cerveau il se met en marche. Tu le mets pas sur off comme devant une télé ou un écran, et ça pousse à l'imagination. Tu manges pas juste l'information où tout le cadre il est posé, tu le vois, tu le comprends comme il est, comme dans un film. Là vraiment, c'est toi qui adaptes. Ton cerveau il adapte ce que tu lis à ce que tu veux que ça représente. Et puis, il y a tout ce qui est noté et il y a tout ce que ton cerveau infère. Par exemple, si je dis ils étaient assis tous les deux et ils eurent une longue discussion profonde autour du feu, effectivement, j'ai dit qu'il y avait deux personnages qui étaient autour du feu et qui étaient en train de parler de choses sérieuses, mais j'ai pas donné le reste. Mais pourtant, ton cerveau, il l'a fait. Il a sûrement imaginé un salon ou une forêt, des gens en train de camper, etc. etc. Et tout ça, la télé te le permet pas. Enfin, beaucoup moins. Et c'est ça qui est incroyable en fait avec la lecture, c'est que elle te permet d'une part d'expérimenter le monde de quelqu'un, mais t'expérimentes le monde que quelqu'un t'a donné avec ton monde à toi intérieur. Et ce qui fait que la lecture, c'est une expérience vraiment unique et jamais la même. Et c'était assez dur j'ai failli dire de rétrograder, mais ça, je pense pas que ce soit une rétrogradation de revenir à la lecture, mais je veux dire de se déconstruire de toutes ces années de télé, de séries, etc. Pour revenir à la lecture, c'était assez dur. Au début, je galérais à me focus en fait. Là, ça commence à aller mieux. Bon, il y a quand même des fois où je suis obligé de relire 2 fois la même page parce que je me suis rendu compte qu'au bout de 3 lignes, mon cerveau il est parti dans un truc. C'est assez compliqué, mais n'empêche que j'y suis revenu et j'en suis là à mon 3e ou 4e livre et je suis content. Je suis fier de cette amélioration. Très fier de toi, frérot. Bravo. Merci. Félicitations. Beaucoup. Et c'est une grosse détox de dopamine. Hein. Ouais. Pas évident à faire. Déjà, j'arrête de regarder la télé 1 heure avant d'aller me coucher. Je vais me coucher une demi-heure plus tôt. Je lis dans mon lit et c'est la vie. Bon, est-ce qu'on n'avancerait pas sur le sujet ? Parce qu'on digresse, l'émission va durer 3 heures. Donc pour vous mettre un peu en contexte, vous savez, en grandissant, on apprend beaucoup sur nous-mêmes et sur les autres. Ma psy m'a dit un truc que j'ai trouvé hyper juste. Notre vingtaine, c'est la décennie des oui. On découvre ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on choisit pour nous. Et puis arrive notre trentaine. Et là, c'est plutôt la décennie des non. On commence à poser des limites, à refuser ce qu'on n'accepte plus. J'ai 31 ans aujourd'hui et je sens que j'entre pile dans cette phase-là. Et ça m'a fait réfléchir à un bouquin que j'ai donc lu récemment qui s'intitule « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Absolument pas. Donc oui, le titre fait un peu guide pour ados en colonie de vacances, mais en vrai, c'est une pépite de psychologie humaine. Et Pierre, je te le recommande. Okay. Dale Carnegie, c'est un auteur américain du début du XXe siècle spécialisé dans la communication et les relations humaines. En 1936, il publie donc ce livre qui est considéré comme étant le tout premier ouvrage de développement personnel à une époque où le rayon n'existait même pas dans les librairies. Depuis, il s'est vendu à des millions d'exemplaires et reste encore aujourd'hui en tête de gondole et il est toujours cité comme une référence incontournable pour comprendre les autres et mieux vivre avec eux. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous partager 2 principes de ce livre parce qu'il fonctionne comme ça, c'est un chapitre, un principe et il nous enseigne des grands principes de vie sur les relations avec les autres. Donc je vais vous partager 2 principes de ce livre qui collent parfaitement avec le thème du jour. Grandir, vieillir, mûrir et surtout apprendre à mieux vivre avec les autres. Principe numéro 1, ne critiquez pas, ne condamnez pas et ne vous plaignez pas. Carnegie commence fort avec ce principe et il écrit « Quand vous vous adressez à un homme, rappelez-vous que vous ne parlez pas à un être logique, mais à un être d'émotion, hérissé de prévention, mu par son orgueil et par son amour-propre. » Et franchement, ça se vérifie tous les jours. On croit parler à des cerveaux rationnels, alors qu'en vrai, on parle à des sensibilités, des égos, des blessures qu'on ne voit pas forcément. Le problème, c'est que critiquer, ça reste la voie la plus simple. Comme dirait Carnegie, le premier imbécile venu est capable de critiquer, de condamner et de se plaindre. Mais il faut la noblesse et de la maîtrise de soi pour comprendre et pardonner. Et si ça valait déjà pour son époque, ça résonne d'autant plus aujourd'hui dans nos vies hyper connectées, parce que sur Internet, la critique est devenue une arme facile.
On est caché derrière un écran sans voir le visage de la personne qu'on attaque, sans ressentir l'impact direct de nos mots. On clique, on balance un commentaire et hop, on passe à autre chose. Mais la personne, elle, reste avec nos mots. Est-ce que ça ne fait pas de nous, justement, le premier imbécile venu dont parle Carnegie ? D'ailleurs, même des grands leaders comme Abraham Lincoln ont appris à se méfier de la critique facile. Il y a une anecdote célèbre. En pleine guerre, Lincoln avait demandé à l'un de ses généraux d'attaquer à l'aube. Le général n'a pas obéi. Foudrage, Lincoln a rédigé une lettre pour l'incendier, l'insulter, lui dire que son inaction allait faire perdre la guerre. Mais finalement, il n'a jamais envoyé cette lettre. Et par la suite, il a même pris l'habitude, chaque fois qu'il avait envie de critiquer quelqu'un à chaud, il écrivait sa lettre pour décharger un peu de son émotion. Et puis finalement, il a rangé dans son bureau et il ne l'envoya jamais. Pourquoi ? Parce qu'il se rappelait qu'il écrivait depuis la Maison Blanche, au calme, loin du champ de bataille. Et il se disait « J'ai pas entendu les balles siffler comme mon général. Je n'ai pas vu le sang qu'il a vu. Ce serait grossier de ma part de le critiquer depuis mon bureau sans connaître la réalité du terrain. » Ce geste, c'est une vraie leçon. Vieillir, mûrir, c'est peut-être apprendre à mettre son ego de côté, à se dire que l'autre vit des choses qu'on n'imagine pas. Dans notre société actuelle où tout le monde critique tout sur Internet, pensez-vous qu'on est devenu plus intolérant ? C'est une question que je vous pose. Ou est-ce qu'on a juste déplacé nos critiques derrière un écran au lieu de les dire en face ? Waouh. Je vous ai drop ça là déjà ? Pensez-vous qu'on est plus intolérant ? Je pense qu'on a plus d'intolérance, mais ça ne veut pas dire qu'on est plus intolérant. Je pense qu'on est moins tolérant, mais pas forcément vis-à-vis des autres, peut-être un peu. Je pense qu'on a moins de tolérance au vide, je pense qu'on a moins de tolérance au silence, au manque. Et peut-être que ça se répercute sur les autres. En revanche, je pense qu'on fait beaucoup d'avancées en termes de tolérance de l'autre, de l'identité, de la façon d'exister. Donc kiff, pour ma part. Et moi, je sais pas, en vrai, frérot. Je te dirais, j'ai la sensation que l'être humain, il a toujours été intolérant, quoi qu'il arrive. Je pense qu'on a peur de la différence, on a peur de ce qui est différent de nous, de nos valeurs, de notre manière de faire, de notre manière de réfléchir. Et que aller au-delà de la différence, aller vers la tolérance, ça nécessite déjà une réflexion, une action de notre cerveau en se disant « Ok, je vais essayer de comprendre ». Mais si on ne passe pas cette étape-là, l'intolérance, c'est la facilité. Et je pense qu'on est tous, à un moment, amenés à être dans cette facilité. Donc est-ce que la tolérance vient avec l'âge ? Pas Tu parles d'un certain recul qu'on a, mais qu'on n'a pas forcément avant. Je pense pas, Je pense qu'on l'a enfant. Ensuite, on le perd peut-être à un moment, parce que le collège, etc., c'est là où on développe un peu, il y a beaucoup le harcèlement, etc., les différences qui se créent, on va juger le physique, etc. Donc là, on devient un peu intolérant aux autres. Il y en a certains qui tombent dans la facilité, comme je disais, le premier imbécile venu va pour critiquer, et ça demande un certain recul et une certaine remise en question de ne pas être là-dedans. Donc je pense qu'on le redébloque après. Je pense que tout dépend de ce que tu fais de ton expérience. Il y avait un truc que mon prof de philo me disait tout le temps, j'ai oublié de qui c'est, bien entendu. Mais ça disait l'expérience est une lanterne qui éclaire le chemin déjà parcouru. C'est-à-dire qu'en fait, on avance toujours dans le noir et notre expérience, elle nous éclaire juste sur notre passé. Et en aucun cas, il faut penser que l'expérience, c'est une lumière qui nous éclaire sur le futur. Si tu prends tes expériences pour des acquis et pour modeler le monde en fonction de comment tu l'as vécu, il y a de fortes chances que tu deviennes encore plus intolérant. Parce que c'est pas parce que quelqu'un t'a agressé une fois qu'il t'agressera toutes les fois, que toutes les personnes comme lui vont t'agresser. Vous voyez le délire ? Donc l'intolérance, elle peut être poussée aussi dans une sorte de « moi j'ai tout vu, moi je sais tout, moi j'ai vécu ». Alors qu'au final, c'est pas parce que voilà, le soleil s'est levé hier qu'il se lèvera demain. Ça n'a rien à voir. Magnifique. Je vais enchaîner sur le principe numéro 2, les amis, parce que c'était que le premier principe du jour. Ok. Principe numéro 2, complimenter honnêtement et sincèrement. Pour ce deuxième principe, j'aimerais d'abord vous poser une question. Selon vous, quels sont les besoins fondamentaux d'un être humain ? Moi, je peux en parler si tu veux. Vas-y, il y en a 8. Il y a un psychologue, je vous en ai peut-être déjà parlé, de René Spitz, qui avait fait tous des travaux qui s'appellent l'hospitalisme, le syndrome de l'hospitalisme. Il avait pris des bébés, enfin, il avait étudié des bébés qu'on avait recueillis pendant la guerre. C'était des enfants qui étaient orphelins. Et il a fait 2 groupes. Le premier groupe avec une infirmière qui venait les nourrir. Et le deuxième groupe avec toujours des infirmières qui venaient les nourrir et qui leur parlaient et qui leur disaient « Alors, mon petit bébé d'amour, comment ça va ?» Et les bébés à qui on donnait juste à manger sans leur parler, ils sont morts. Donc je pense qu'on a besoin de langage déjà. Et d'amour du coup. Et en revenant un peu à la base. C'est la base. La base de
Oui, mais tu vois, biologiquement, Ah, biologiquement, tu veux dire? ouais, il y a aussi des principes de base de vie, quoi, de survie. Eh ben, justement, ce qui nous dit quand même que même si on donne à manger à un enfant et qu'on lui donne pas d'amour, tu vois, donc on est au-delà du biologique, l'humain. Ouais, ouais. C'est ce qui fait notre particularité. Mais Enfin, bon, pas que l'humain. il a quand même besoin de manger. Tu peux lui donner de l'amour et pas de la nourriture, il va pas survivre non plus. C'est vrai. Bien vu. Donc nourriture, sommeil, eau. Ok. Ouais, moi je dirais la santé, l'amour, je dirais la sécurité. Il faut, je sais pas, si tu vis dans la nature, ton taux de survie va être beaucoup moins élevé. Donc je pense qu'il y a besoin d'un cadre. Un espace social aussi. L'humain est défini par ça. Sans espace social, on est des enfants sauvages. Donc alors, Il y a eu des cas. Hein. Ouais, l'enfant loup. Exactement. ils sont morts jeunes d'ailleurs. Ouais, il y a Victor hein, qui s'en est sorti. Je crois que je sais plus par quelle espèce il avait été recueilli. Mais il y a plein de cas dans la littérature Ouais, scientifique. il est devenu banquier au Crédit Agricole, il paraît. Ouais, il se passe bien. À ce qui paraît, c'est un vrai loup dans le la monde finance. financier. C'est le loup de Wall Street, on l'a trouvé. Alors, d'après Dale Carnegie, en s'appuyant donc sur des penseurs comme Freud, je crois qu'on dit Fred. On dit Fred. J'ai toujours dit Freud. John Dewey ou William James, la liste ressemblerait à ça. En 1, la santé et la conservation de la vie. En 2, la nourriture. 3, le sommeil. 4, l'argent et les biens qu'il procure. 5, la survivance future. 6, la satisfaction sexuelle. 7, le bonheur de nos enfants. Et enfin, le 8e, souvent oublié mais peut-être le plus puissant, le sentiment de notre importance. C'est étrange d'y mettre argent. À mon avis, ça a été écrit dans les années 60-70. L'argent et les biens qu'il procure, tu vois, c'est pas juste l'argent. Mm. Et c'est ce qui nous différencie vraiment des animaux. Le sentiment de notre importance. Un animal a besoin de manger, de dormir, de survivre, mais l'humain, lui, a ce besoin unique, être reconnu, apprécié et valorisé. William James le disait, le principe le plus profond de la nature humaine, c'est la soif d'être apprécié. Pas une simple envie, mais une soif inextinguible. Et c'est de là que découle le deuxième principe de Carnegie, complimenter honnêtement et sincèrement. Pas flatter, pas brosser dans le sens du poil, mais répondre à ce besoin universel d'importance. Deuxième question ouverte, quand avez-vous complimenté sincèrement quelqu'un pour la dernière fois? Et est-ce que ça vous arrive aussi avec des inconnus? Parce que c'est souvent plus facile avec nos proches, mais beaucoup plus rare avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous arriverez à vous rappeler la dernière fois que vous avez complimenté un inconnu ou quelqu'un que vous connaissiez pas ou très peu? Un inconnu, je sais pas. Mais j'ai l'impression de le faire assez naturellement et que ça déstabilise beaucoup les gens et qu'ils me prennent vite pour quelqu'un de... Donc c'est pas évident non plus parce que ça met les gens dans une position de... Ils se demandent ce que tu leur veux. Ouais. Alors que parfois juste... j'aime bien ton sourire. Enfin, j'ai le droit de te le dire, quoi. C'est pas évident. Déjà parce que je pense que dans la mesure où je donne beaucoup de conseils artistiques, ça m'arrive souvent de complimenter des gens sur leur création et il y a toujours des choses qui me plaisent. Donc en vrai, tous les jours j'entends des choses et j'envoie des messages où je réponds à des gens qui me font écouter des choses. Mais c'est déjà dans un cadre un peu relationnel. C'est dans un cadre. Là, quand on tient un inconnu, c'est par exemple complimenter la boulangère ou le mec au resto en disant il est super bon le truc. Tu vois, aller complimenter quelqu'un qu'on connaît pas, tu vois, naturellement. Je sais pas, je me rappelle pas du moins. Par contre, je sais que ça m'arrive souvent de donner de l'attention à des gens qui sont entre guillemets des invisibles. Genre, je m'arrête souvent près des SDF pour leur demander comment ils vont. Tu vois, bonjour, comment vous allez? Et c'est simple, c'est rien, mais je dirais ma manière de donner de la lumière. Ouais, pour moi, ça vaut plus qu'une pièce dans son gobelet. Et Inch'Allah, on fait les deux. Oui, bien sûr, quand on peut, on fait les deux. Mais il y en a beaucoup de gens qui en font un plus que l'autre, malheureusement. Pour enchaîner, Carnegie raconte une anecdote très parlante. Une femme demande un jour à son mari de lui écrire une liste de 6 choses qu'elle pourrait améliorer pour être une meilleure épouse. Le mari, au début, il dit moi, si je faisais la même chose, je pourrais lui demander une liste de 100 choses à améliorer. Et le mari, au lieu de céder à la tentation de la critique, prend le temps de réfléchir et lui dit écoute, laisse-moi la nuit pour réfléchir, je te donne ça demain. Le lendemain, il lui fait livrer un bouquet de 6 roses rouges accompagné d'un petit mot. Impossible de trouver 6 points que j'aimerais changer chez toi, je t'aime tel que tu es. Résultat, sa femme l'attendait le soir sur le pas de la porte, les larmes aux yeux. C'est ça la puissance d'un compliment sincère. Il transforme une relation, il touche directement le cœur. Et Alfred Lund, un grand acteur, résumait ça parfaitement.
Rien ne m'est plus nécessaire que les applaudissements pour alimenter ma propre estime. On nourrit les corps de nos proches, de nos enfants, de nos amis, avec du poulet, et des pommes de terre et des légumes qui vont avec. Mais trop souvent, on oublie de nourrir leur estime avec de simples mots qui parfois valent 1000 fois plus. On en revient un peu aux compliments ou à discuter, donner de l'importance à des gens. Deuxième question ouverte, est-ce que vous arrivez, vous, à recevoir un compliment sincèrement, ou bien vous avez tendance à les esquiver, à dire « Oh non, c'est rien, écoute ». C'est pas... Alors, ça dépend, parce que la flatterie, peut-être... Je parle pas de flatterie, justement. Oui, mais... J'ai dit, il y a une nuance entre flatterie, brosser dans le sens du poil et complimenter sincèrement, avec le cœur, tu vois. Ouais, non, c'est pas évident, mais ça en vient à parler du narcissisme et de notre place et de notre légitimité à être, chose qui est pas évident. Le fameux syndrome de l'imposteur. Ouais, pas évident chez beaucoup de monde. Il faudrait pouvoir le faire dans tous les cas. Je pense pas que ce soit toujours facile, ni toujours possible. C'est ça en fait. Est-ce que notre psychisme nous laisse nous aimer? Et ça, c'est la grande question. Et souvent, c'est pour ça que les gens viennent consulter. Ouais. Moi, je te dirais, dans la mesure où j'ai la sensation d'être réaliste, j'ai la sensation d'être, tu vois, on va dire, il y a une phrase que j'aime bien, je dis souvent que je suis mon plus grand fan et mon plus grand haters. Et dans cette mesure-là, tout compliment ou toute critique, j'ai la sensation qu'elle me touche pas vraiment, puisque elle pourra, s'il y a des compliments qui font plaisir, mais souvent les compliments ils se ressemblent. Et en tant qu'artiste, particulièrement, où beaucoup de gens vont comparer ta musique, vont la critiquer, vont l'apprécier, et ça se vaut sur à peu près tout en vrai dans ma vie, où j'ai la sensation que ça me touche pas trop. J'accepte le compliment, j'accepte la critique, mais est-ce que ça me fait me sentir mieux ou ça me fait me sentir moins bien? Nullement. Je pense que je me kiffe trop, je me déteste trop pour que ce soit le cas. Est-ce que tu penses que tu retiens plus facilement les critiques que les compliments? Je sais pas s'il y a quelque chose de... Enfin, je vois pas grand-chose de constructif dans le compliment. Genre, ça fait plaisir, ça flatte l'ego, c'est agréable pour l'estime de soi. Mais dans la critique, il y a une chance sur 2 pour que ce soit une critique constructive. Et du coup, il y a beaucoup de choses à en apprendre. À moins que ce soit juste une critique balancée comme ça pour faire mal, comme tu disais, pour ces personnes qui se sentent vivre dans le fait de critiquer. Mais en dehors de ça, si un ami te critique, il y a très forte probabilité que ce soit pour justement te faire avancer. Donc j'accorde beaucoup plus d'importance à la critique. Ouais. Critique bienveillante. Tout à fait. Mmh. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de ma chronique. Je vous rappelle, si jamais vous êtes intéressé par ce livre qui est vraiment, pour moi, il s'appelle Comment se faire des amis, mais moi je lui donnerais comme titre Comment être une meilleure personne avec les autres, tout simplement. Il y a vraiment des principes de base des relations. Donc voilà, si vous voulez prendre un petit livre, un de ces 4, n'hésitez pas. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je vous le recommande vivement. Vas-y, je le commande tout de suite. Franchement, tu m'en diras des nouvelles. Je pense qu'il marque au moins à un moment, il peut marquer n'importe qui. Il y a des principes que j'avais naturellement. Il y en a certains où tu dis, ouais, bon, ça je sais, je le fais plus ou moins naturellement. Il y a d'autres trucs qui m'ont vraiment touché en mode, ouais, ça je sais que naturellement je le fais pas du tout. Et depuis que j'ai commencé la lecture de ce livre, là je l'ai terminé déjà depuis un moment. Mais je sais qu'il y a des moments où j'ai eu des rendez-vous et je me dis, vas-y, je vais me faire un entraînement, je vais me mettre en mode Dale Carnegie, tu vois, pour ce rendez-vous. Et pareil sur des réactions à des choses où j'allais réagir avec mon ego, ma première pulsion, et je me suis calmé et je me suis dit, attends, comment il ferait lui, tu vois? Et j'ai réfléchi et franchement, ça a vraiment changé la donne dans certaines des relations que j'ai eues. J'ai eu des rendez-vous avec des gens que j'ai essayé de convaincre sur des trucs depuis des années, et je suis retourné les voir avec une autre approche, et ça a complètement changé la donne, tu vois. Donc franchement, je vous conseille ce livre, et n'hésitez pas à m'envoyer votre petit selfie à la Fnac avec votre livre. Est-ce qu'on se rend suffisamment compte à quel point on vit dans un monde magique, quand même? Vous vous rendez compte que là, on parle... Moi, ça fait plusieurs émissions que je me pose la question. Je sais déjà où tu vas venir. Je n'arrive pas à réaliser qu'on parle et il y a des gens qui vont nous entendre dans leur voiture alors qu'on n'est pas dans leur voiture et qu'on est là. Et je trouve que souvent, on oublie à quel point on vit dans un monde qui est complètement magique. Le monde est magique. Complètement. Moi-même, j'y pense pas trop parce que ça me fait complètement bugger. C'est de me Mais dire oui, que mais attends, tout est improbable. si les mecs... Attends, en plus, là on parle et on nous entend dans plusieurs voitures en même temps. Mais tu te rends compte que si les mecs, avec leur gourdin et tout, ils s'étaient imaginé le monde du futur, ils auraient même pas osé penser. Ils auraient fait une rupture d'anévrisme, je pense, instant. Bah déjà, moi des fois je me dis, t'imagines la première fois qu'ils ont vu un arc-en-ciel ou un orage, ils ont dû péter un plomb les mecs. Un arc-en-ciel, t'imagines un arc-en-ciel, le truc de dingue que c'est ou pas?
Non, mais tu te rends compte que si c'était il aurait pu imaginer de se dire, dans 3000 ans, Bah non. c'était quoi le nom des meufs à l'époque? Même pas. Déjà, rien que dire, j'ai dit à mon père, est-ce que tu imaginais quand on était petit, qu'on allait fumer des cigarettes électroniques, tu vois? Déjà, rien que ça. Mais oui, Dire ça à mon père. On va fumer, on va mettre du liquide dans un truc électronique, on recharge avec une batterie, mais oui, et on va fumer ça, quoi. mais oui. Et Ginette, elle pourra t'envoyer une photo de son abricot. Enfin, on vit dans un monde de ouf quand même. C'est un truc de fou. Moi, je n'arrive pas à m'en rendre compte. Enfin bref, à chaque fois que je prends ce micro et que je commence ma chronique, je me dis qu'on vit dans un monde magique. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet du jour parce que le sujet du jour m'a posé beaucoup de questions et beaucoup de blocages, on va dire. Et pourquoi ça m'a posé des blocages, je ne sais pas. C'est bizarre parce que j'ai déjà parlé du temps, j'ai déjà parlé de la mort. Et pourquoi est-ce que la vieillesse me fait un tel blocage? C'est peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec la vieillesse et moi. Et c'est ça de vivre dans la tête de quelqu'un qui est psy, c'est qu'on est complètement tout le temps en train de s'auto-analyser et on s'auto-analyse tellement que j'ai l'impression que ça amplifie les symptômes. Par exemple, j'ai le sujet depuis 2 semaines, genre, un truc comme ça. Ouais. Ça fait un moment que je sais que je dois écrire là-dessus. J'avais complètement oublié. Et cette semaine, ça m'est revenu à la mémoire et je me suis dit, tiens, j'ai fait un acte manqué, j'ai oublié. C'est pas grave, j'ai encore le temps. Et en me disant ça, j'ai donc validé le truc de mon cerveau de se dire, ah, t'as encore le temps. Je vais re-oublier. Et donc j'ai re-oublié et je m'en suis souvenu hier soir. Et sauf que hier soir, j'avais prévu quelque chose. Et donc je me suis encore mis dans une position de, tu n'auras pas le temps d'écrire, Pierre. Et donc mon cerveau s'est mis dans la position de ne pas avoir la possibilité de penser la dite question. Et je vais vous dire quelle question c'est, parce que la semaine dernière, je me suis dit, je vais essayer d'aborder le truc de la vieillesse, non pas avec la mémoire, parce que je l'ai déjà abordé une fois. Je me suis dit, peut-être que la vieillesse, c'est aussi le temps d'un regard en arrière, et que ce regard en arrière, il est intéressant de le modaliser par cette phrase qui est simple. Si vous deviez résumer votre vie en une phrase, laquelle serait-elle? Et là, bienvenue dans mon enfer, parce que j'ai passé une semaine à essayer de trouver la réponse pour moi, au lieu de réfléchir à écrire cette chronique. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce que vous aimeriez bien définir votre vie en une phrase? Messieurs, merci. Moi, je sais pas si ce serait ma vie, mais ce serait peut-être plus moi, comment je me définirais. Enfin, c'est souvent un truc que je donne, un peu en mode bio Tinder, tu vois. Moi, souvent, j'aime bien, parce que je dis souvent que je suis un peu un couteau suisse, tu vois, que je fais un peu plein de trucs et tout. Du coup, souvent, je dis bon en tout, expert en rien. Voilà. Donc, médium, quoi. Hein? Le mec se définit comme moyen, quoi. Bah non, je suis bon en tout, mais ouais, c'est ça, je suis bon en tout, mais expert en rien. Je sais faire plein de trucs, tu vois, je suis un peu bon dans tous les sports. Bah écoute, je fais un peu de tout, quoi. Héros, j'espère que ça marche bien sur Tinder. Bah pas tant. Et voilà, alors là, c'est aussi une grande question qu'on aborde, parce que moi, je vous parle de résumer votre vie, et vous, la première chose qui vous vient en tête, c'est de vous définir. Et à quel moment la mémoire est liée à l'identité à ce point? C'est juste que c'est la seule phrase que j'ai trouvée un jour pour me définir, mais définir ma vie, il faudrait que ça me demanderait plus de réflexion que ça, je pense. C'est comme quand on te demande de choisir une musique, tu vois. Tu choisis une chanson, la meilleure chanson, c'est impossible, tu vois. Bah, la symphonie de Brahms. Non, moi j'ai une autre réponse. Du Wagner. On en reviendra plus tard. Moi, Pierre, tu vois, je vais pas répondre à ta question directement. Quand je fais beaucoup d'ateliers d'écriture avec des enfants, et souvent quand on se connaît pas et que j'ai envie de briser la glace et d'amener l'écriture de manière ludique, je leur fais souvent un questionnaire de présentation. Je pose des questions et je leur demande d'y répondre simplement. Et souvent, une des dernières questions, quand c'est plutôt des adolescents, je demande souvent donne un titre au livre de ta vie. Ah, bah, c'est sensiblement la même question. C'est sensiblement la même question, sauf que c'est à travers un truc ludique. Donc j'ai répondu 50 000 fois à cette question et des fois j'ai donné des réponses complètement aléatoires. Mais j'ai beau avoir répondu à cette question 100 000 fois, je galère toujours à chaque fois qu'on me la pose, malgré le fait que je sois avec des enfants de 10-18 ans, je vais toujours moi-même plancher et je les vois suer sur cette question et moi-même je sue sur cette question. Et je te dirais que en soi c'est impossible de donner un titre au livre de sa vie, puisque la vie c'est plusieurs chapitres, c'est plein de chapitres. En fait c'est même plusieurs livres qui ont plusieurs chapitres. Du coup je pense qu'on devrait déjà nommer une trilogie et ensuite des bouquins annexes, peut-être des préquels. C'est impossible de donner un titre. Sinon, je dirais bienvenue dans ma bibliothèque. Ah, mais voilà, ça c'est une super phrase.
ensemble d'histoires. Mais c'est bien, c'est bien. Et ça me rappelle quelque chose, effectivement, ce qu'on dit là, c'est qu'en fait, on n'a aucune idée de ce qu'on fout. Tout cela. C'est le grand mystère de la vie, en fait. Non, mais honnêtement, on n'a aucune idée. J'en ai aucune idée. Vous qui m'écoutez, vous n'en avez aucune idée. Personne n'en a aucune idée. Et ça, on l'oublie souvent. Parce que souvent, on a l'impression d'écouter des gens qui savent, ou en tout cas qui nous font penser qu'ils savent, qu'ils ont une idée sur ce que ça doit être la vie, non. peut-être les cryptos. Bref. Et ben non, en fait. Non. On n'a aucune foutue idée de ce qu'on fait là. Et c'est peut-être un exercice qu'il faut poser vous chez vous, hein, si vous voulez. Essayez de résumer votre vie. On peut dire, bon, j'ai peut-être fait la guerre ou ce genre de choses. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça définit qui on est? Est-ce que la mémoire et le vécu définissent qui on est et comment on le définit? Est-ce que je me définis par quelque chose que j'ai vécu en particulier ou par autre chose? Ou est-ce que j'essaye d'aborder mon être de manière plus globale? Je sais pas, j'ai pas les réponses. Hein. Je vous dis, j'ai pas écrit. Toi, tu l'as pas, le titre de ton livre? Mais non, je vous dis, je me suis couché à 5 heures. J'ai joué toute la nuit à Age of Empires 2, à un jeu qui est sorti dans les années 90 comme par hasard en même temps que moi. Moi, je suis sorti dans les années 90. Voilà, j'ai complètement régressé. C'est pas ça le titre de ton livre? Age of Empires 2. Eh ben, je sais pas. Donc, comme j'avais pas d'idée sur ce que je vais vous dire, je me suis dit que tiens, j'allais essayer de choper des stats sur la vie en général et le temps qu'on passe à faire des trucs. Parce qu'il y a toujours un truc qui m'a un peu fasciné. Je me suis toujours dit, j'aimerais bien avoir mes stats. Je voudrais avoir le nombre de fois où j'ai fait ça, le nombre de bières que j'ai bu en litres, pour pouvoir comparer avec les gens, pour pouvoir dire, bah, tu vois, toi, t'as pas trop d'expérience là-dedans, donc je pense que va pas trop en parler, tu vois. Ouais. J'aimerais trop avoir ça. J'aimerais trop pouvoir avoir des yeux bioniques. Au moment où on meurt, moi je me suis souvent dit ça. Au moment où on meurt, on a genre les stats. Genre. Quel est Star Wars, en défilé Star Wars. Le mot que j'ai le plus utilisé, tu vois, je sais pas, tous ces trucs-là, quoi. Mais ce serait incroyable. Et donc, j'ai été chercher les statistiques. Alors, à votre avis, c'est combien de jours une vie? Et d'ailleurs, ça fait un peu flipper, je vous préviens. Waouh! Une vie, c'est combien de jours? Bah attends, 365. Ah oui, il vient me faire un calcul. 25 000 jours. Ok. En moyenne. Ok, merci. 25 000 jours en moyenne, 25 000 jours, c'est pas beaucoup. Parce que t'enlèves l'enfance, ça enlève déjà pas mal. T'enlèves la vieillesse extrême, grabataire, etc. Ça enlève encore pas mal. Enfin, tu peux vivre en bonne santé, mais bon, ça passe quand même vite et ça nous fait un peu relativiser sur ce que doit être chaque jour et à quel point les journées ont en même temps énormément d'importance et en même temps très peu. Très très peu d'importance une journée en fait, en soi. Mais quand même, il faut savoir en profiter. Combien de jours en train de faire l'amour? Alors pour toi Henri, on pourra multiplier par 2 les statistiques, mais je lui fais des passes D à la radio. Quel beau gosse. Combien de temps on passe à faire l'amour, je dirais? Avec quelqu'un. Je dirais... Ou quelque chose. 700. 700. Ah, en cumulé, genre en temps cumulé? 700 quoi? 700 jours. 700 non, jours. Mais c'est énorme, t'es un fou, toi. Non, un acte, on va dire, allez, ça dure 10 minutes, 15 minutes. En cumulé, mis bout à bout. Ah, en jour, du coup, ouais, j'allais partir sur des années, moi. Oh là là, vous me cassez la tête. Oui, attends. Allez, je vais dire 10 jours. Mais... Non, beaucoup plus que ça, frérot. Beaucoup plus? Bah oui. Ah oui, ouais, si. Ouais. Allez, bien 60. T'es pas loin. Mais très chers auditeurs, sachez qu'en moyenne, l'humain sans canaille, 117 jours pour toute sa vie en fait, 117 jours en tout. Oh, t'imagines si on le faisait en une fois? Et on arrive à ma prochaine question. Est-ce que si vous pouviez tout faire en une fois, vous le feriez? Par exemple, dormir, c'est 25 ans. Mais il y a manger aussi. Manger, je ne l'ai pas noté, je crois. Aller aux toilettes, je crois que ça représente quasiment pareil. Déjà, oui. Manger, dormir, c'est un tiers de notre vie. Toilette, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est 5 ans. Ouais. Est-ce que si tu pouvais être tranquille, moyennant que ton appareil digestif, etc., les orifices tiennent le choc, parce que 5 ans non-stop à couler, ça doit être quand même une sacrée épreuve. Est-ce que tu prendrais le truc de te dire, ok, je le fais, mais toute ma vie, après, j'ai plus besoin. Par exemple, je me dis, ok, je me tabasse, là, je mange pendant 5 ans et je vais aux toilettes pendant 5 ans, ou je fais les deux en même temps, et après, je suis tranquille. Ouais, de ouf. De ouf. Il y a plein de sujets sur lesquels j'embraye direct, je tape tout d'un coup, et même si je suis bon, je les cumule en même temps. Alors, c'est ce que je me suis dit aussi. Mais d'un côté, je me suis dit, est-ce que ça n'a pas une fonction aussi, ces moments de repos? T'imagines si d'un seul coup, t'as plus besoin de dormir, t'as plus besoin de manger, t'as plus besoin de rien, et il n'y a plus de vide dans ta vie, tu fais comment? Tu peux méditer, tu lis, tu vas te promener.
Oui, mais bon, c'est du temps du coup que tu vas aller mettre pour méditer alors que tu aurais pu le faire peu à peu tous les jours sur ton trône en Ouais, fait. moi je pense pas que je le ferai, tu vois. Moi je pense que je le ferai pas. Bah, je pense que je le ferai pas non plus en fait. J'ai bien réfléchi. Et combien de temps à votre avis? Ah oui, parce que NordVPN ont sorti une sorte de prévision à peu près de l'homme moderne et du temps de vie qui passe dessus. Vous imaginez bien que ça concerne Internet. Ouais. Combien de temps, à votre avis, un humain passe sur Internet dans sa vie? Entre 3 et 5 ans. J'ai beaucoup plus. Alors, Je dirais 20 ans sur Internet. un homme passe 13 ans au travail, en général. Donc ça vous donne un indice. Je dirais 15 ans. Ouais, peut-être, 10-15 ans. 27. Oh. C'est Et plus que dormir. il y a une stat. Les gars, c'est plus que dormir. Il y a un truc qu'a dit Ken Kojandi dans un des derniers épisodes de Hot Ones qui m'a fait bien bader. C'est qu'il comparait ça genre à la cigarette. On dit, fumer réduit l'espérance de vie, etc. Mais il dit ça à la limite, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que ça nous réduit notre espérance de vie, mais de la vie, de la fin de la vie, quoi. Oui. Sauf que le smartphone, par exemple, le scrollage, ça réduit notre espérance de vie, mais pendant la vie. De maintenant. C'est des années qu'on perd, mais pendant qu'on la vit. C'est pas des années de merde à la fin où on se pisse dessus, on se chie dessus. Et tu vois, on perd du temps de vie, mais pendant la vie. Ça m'a fait capoter quand il a dit ça. Je regardais dans le vide avec un filet de bave. Et c'est depuis que j'ai installé des applications comme AppBlock. J'ai mis un mode minimaliste sur mon téléphone pour avoir plus de couleurs, pour plus avoir de notifications. J'ai désactivé les notifications. J'ai essayé de me réduire un peu et donc je suis revenu à la lecture, au sport. Donc ça a un petit peu marché quand même, mais ça m'a bien fait bader quand même quand j'ai entendu ça. On perd des années de vie pendant notre vie. Oui, et alors, donc, il y a le travail, donc Internet au travail, beaucoup de gens ont des boulots c'est pour ça que ça explique qu'il y a autant d'heures quand même. Et il y a les réseaux sociaux qui sont aussi énormes en termes de réseaux horaires, Netflix et puis YouTube. Mais imagine, si quelqu'un t'enferme dans une chambre là ou dans une pièce et il te dit, tiens là, prends ton iPhone là, tu le regardes pendant 27 ans. Oh là là. Et je pense que se dire ça fait un peu, enfin, à mon avis, ça peut peut-être aider les gens à se rendre compte un peu de 27 ans. Plein, hein, pas 27 ans. Non, 27 ans. 27 ans. Jour et nuit, quoi. 27 ans. C'est une peine qu'on mettrait même pas à quelqu'un qui a tué quelqu'un. Oh, Dr. Chon, il est prêt à signer presque. Il y a des gens qui font des meurtres et qui vont pas en prison 25 ans. 25 ans. Genre, et nous, on le prend gratuit comme ça. On le prend comme ça. Merci. Bon, voilà. Tu m'as séché, Pierre. Ouais, je vous ai séché. Ouais. Oui, donc je vous avais déjà parlé à propos de l'identité et puis de la mémoire. On avait déjà parlé du temps psychique. Je sais pas si vous vous souvenez de cette idée du temps psychique. Ça remonte, hein, frérot. Ouais, ça remonte un an et demi. Petite piqûre de rappel. Ouais, le temps psychique, c'est comme le temps, sauf que c'est psychique. Mais non, c'est comme un classique burger. En fait, c'est un burger, mais c'est un classique burger, quoi. Effectivement. Voilà. Non, je rigole. Ok, ça roule. Non, mais je rigole. Le temps psychique, c'est comme le temps, sauf que ça c'est pas régi par une physique euclidienne. La physique euclidienne, c'est la physique qui nous régit tous. C'est-à-dire que tu fais tomber un truc, ça tombe. Si tu lances un truc, il va à telle distance et tu peux le calculer. Eh ben, le temps psychique, il est pas régi par ça. C'est-à-dire que le temps psychique, c'est un peu comme si c'était interstellar dans ta tête, mais tout le temps. Ouais, c'est un peu ça. Et donc, du coup, le cerveau et la maturité psychique, elle peut faire des bonds en avant, elle peut faire des retours en arrière, elle peut faire des stops, elle peut faire 10 000 ans en une seconde, elle peut faire moins 10 000 ans en une seconde, elle peut résolver des trucs d'avant et elle peut retourner dans des problématiques d'après et d'avant, et c'est sans fin. Et en fait, le temps psychique, il nous permet un peu de relativiser ce que c'est vivre et ce que c'est vieillir, en fait. Parce que ça veut rien dire, en fait. Parce que tout peut se condenser dans un tout petit point, dans un trou de verre. On peut passer de 10 ans psychique à 20 ans psychique en une seconde. Ça peut nous prendre toute notre vie ou jamais arriver. C'est ça, vieillir. Vieillir, en fait, c'est un chemin de conscientonote. C'est là-dedans que ça se passe. Et ça n'a rien à voir avec les années. Alors, il faut arrêter de dire moi j'ai vécu. Déjà, si tu dis ça, c'est que t'as pas beaucoup conscientisé, quoi. C'est vraiment là-dedans. C'est dans la tête que ça se passe. C'est tout pour moi. Ok. Putain, merci Pierre. C'est affolant comment tes chroniques, elles me dérangent parce que elles me font toujours réfléchir pendant ta chronique. Ouais. Ah, mais c'est bien. Et du coup, je dois raccrocher le wagon régulièrement parce que ce que tu dis, ça me fait trop cogiter. Pierre, du coup, des fois, je pense à des trucs. Il faut que je me raccroche à toi pour me dire ah oui, attends, sinon je vais perdre la suite de l'histoire. Et ça me fait ça plusieurs fois, des fois dans tes chroniques. Comme un livre. Pierre est un livre. Ah, mais c'est gentil, ça me fait plaisir.
Après, j'ai pas dit quel livre, hein. Calme-toi. Non, mais ça me fait ça pendant que je lis, tu vois ce que je disais tout à l'heure. Des fois, je dois lire 2-3 fois la même page parce que j'ai lu 3 mots et bim, ça m'a fait partir dans un truc et je réfléchis pendant. Mes yeux lisent, mais mon cerveau, il pense. Du coup, je dois relire. Je dis, putain, j'arrive en bas de la page, je dis, putain, j'ai rien capté. Du coup, je relis. Mais à force, on y arrive. Et maintenant, bande de vénards, vous arrivez pile poil à temps pour la minute du docteur Chon. La sacro-sainte. Tout à fait. Le moment hors du temps de chaque émission. On va essayer de respecter la ligne de conduite, messieurs. Okay. Et tout comme Pierre, ce sujet imposé, un peu vaste, qui était vieillir, la sagesse, j'ai trouvé ça très compliqué. Et comme toujours, je m'y suis pris juste avant l'émission. Let's go. Aujourd'hui, et contrairement à mon habitude, je ne vais pas faire d'introduction à rallonge. Oh non. Et si, messieurs, désolé, je vais vous parler sans détour d'un thème sur lequel je me casse la tête et sur lequel vous me cassez la tête depuis plus d'1 heure, vieillir ou l'art de grandir. Grandir, quand on est petit, ça se compte sur les doigts de la main ou en centimètres. On compare notre taille d'une année sur l'autre sur la grande poutre en bois à côté de la cuisine, jusqu'à ce que nous soyons arrivés au maximum, à notre hauteur ultime. À partir de là, on ne grandit plus, on vieillit. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Chon, j'ai 32 ans et je vais tout droit vers mes 25. Étrangement, toute ma vie, j'ai voulu faire plus vieux. À 12 ans, j'essayais d'en faire 15 pour acheter des feux d'artifice à l'épicerie du coin. À 15 ans, d'en faire 18 pour les clopes et l'alcool, et à 18 d'en faire 24 pour séduire des femmes qui étaient bien plus âgées que moi. De la maternelle au lycée, chaque année semblait être un nouvel arc. Un nouveau professeur référent, de nouveaux copains, un nouveau crush, une nouvelle histoire. Et à chaque rentrée scolaire, les compteurs étaient remis à zéro. À 18-20 ans, on découvre une nouvelle facette de la vie, loin du confort familial, l'autonomie, le premier appartement, un contrat de gaz et d'électricité et des démarches interminables à la CAF. C'est donc ça la vie d'adulte. D'ailleurs, ça me fait penser à un de mes frérots, Zomat, qui a sorti un album qui s'appelle La vie d'adulte il y a quelques mois et je vous invite à aller streamer ce banger incroyable. SO Zomat. SO Zomat. Mais revenons à nos moutons, la vie d'adulte. J'ai longtemps cru que c'était ça la sagesse, devenir un putain d'adulte. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes possédaient toutes les réponses. Maman, il va où le soleil la nuit ? Maman, pourquoi les politiciens ils vont jamais en prison ? Mais maintenant adulte, je réalise que les plus grandes leçons de la vie que j'ai mangées, c'est souvent auprès d'enfants justement. Quand j'étais petit, je pensais qu'une fois adulte, on pouvait devenir ce qu'on rêve d'être. Aujourd'hui, je porte un toast à toutes les carrières d'astronautes et de super-héros avortés. Quand j'étais petit, j'en voulais profondément à mes parents d'être imparfaits. Aujourd'hui, je suis admiratif de toutes les valeurs qu'ils nous ont inculquées. Et je me dis qu'au fond, c'est ça la sagesse, tendre vers un équilibre, l'équilibre entre l'adulte d'aujourd'hui et l'enfant d'hier, entre le rêveur et le réaliste, entre les leçons de la vie qu'on donne et surtout celles qu'on reçoit. Bref, je vous souhaite à tous d'être plus sages qu'hier et moins que demain. Prenez soin de vous, de votre enfant intérieur, et à la prochaine. Merci. C'est du petit miel pour les oreilles. C'est fou, c'est touchant. Tu sais que j'ai presque eu les larmes aux yeux un peu. Ah ouais. Ah ouais, je te jure. Je t'ai attrapé à ce point-là. Ouais, et tu sais ce qui m'a attrapé ? Je crois que c'est les carrières d'astronautes. Les carrières d'astronautes, le grand classique. Ça m'a attrapé parce que c'est tellement triste ce que ça fait le monde sur nos rêves que j'arrive pas à le dire de toute façon. Mais bref, vous m'avez compris. Let's go faire un petit tour de table sur les métiers qu'on voulait faire quand on était petit. Je voulais être... Alors, c'est un peu étrange, mais le plus vieux souvenir que j'ai, c'est cow-boy, indien et travailleur. Les deux, cow-boy indien, quoi. Non, cow-boy, indien et travailleur. Travailleur de quoi ? Je sais pas. Ah ouais, c'est ça, c'est marrant. Ouais, j'ai ce souvenir-là d'avoir dit ça un jour à ma mère. Mais... Ok. Moi, en petite section de maternelle, je voulais être un guépard. Je crois que quand j'ai été en grande section, je voulais être inventeur. Et quand j'ai été en milieu de primaire, je voulais être président de la République. Ah, j'ai eu ça aussi. J'ai eu cette phase-là. Et après, j'ai voulu être psy à partir de 6 ans. Je me souviens qu'au collège, j'ai plutôt inversé la branche, pas très lointaine, mais j'ai voulu être dictateur. C'est pareil. C'est pas si éloigné que ça. J'espère que l'enfant qui était en toi est fier de toi, parce que je peux te le dire aujourd'hui, tu es un guépard. Oui, c'est vrai. Tu es un félin agile. Ton vœu est exaucé. Non, j'ai plutôt l'impression d'être aujourd'hui devenu le gourou d'une secte. Et je me dis que c'est pas si éloigné de mon envie dictatoriale. Tu peux l'appeler la secte du guépard et te faire appeler le grand guépard. Le grand félin tacheté. Moi, c'était
Le tout premier truc que j'ai voulu faire, c'était dresseur de phoque. Ah, c'est pas mal. Parce que j'ai vu un documentaire à la télé où le mec il jetait du poisson au phoque et je trouvais ça trop cool et j'ai dit putain, moi aussi je veux faire Mais c'est ça que je veux faire. Après je voulais être archéologue et du coup je piquais des petits pinceaux à ma daronne et j'allais frotter des cailloux dans mon jardin. J'ai jamais rien trouvé malheureusement. Des cailloux? T'as trouvé des cailloux? Des cailloux, mais bon voilà. Et après, non, je crois que c'est tout. Hein. Après, j'ai eu un truc un peu plus sérieux où je voulais être architecte d'intérieur parce que j'adorais faire la déco et réfléchir à la disposition des trucs et tout, mais rien d'incroyable, quoi. Mais dresseur de phoque, c'est pas mal, je le garde souvent. En first. Ah, j'ai voulu être pompier aussi, mais pour une raison bien particulière et on m'a expliqué que ça n'avait rien à voir après. Je voulais être pompier pour sauter par la fenêtre et atterrir dans le grand drap que les gens y. Après, on m'a dit, mais non, mais ça, c'est les victimes qui sautent dans les. Ah, bah, je vais être victime. Je vais être victime d'incendie. Juste pour sauter. Je vais être pyromane. Merci en tout cas, Dr. Chon, c'était une chronique incroyable. Merci, comme d'habitude, docteur. Qui fera fureur sur les réseaux, j'en ai aucun doute. Oui, j'espère que ça vous a touché. Comme je vais ça nous a touché. Débrancher mon ordinateur, attention, et je vais le disposer ici pour pas qu'il y ait de triche. On va à présent passer au jeu de fin d'émission. Je vous donne vos ardoises. Ardoises. Ça aussi, c'est preuve quand même qu'on a vieilli. C'est le sentiment que ça procure d'avoir ce truc dans la main, cette ardoise d'école avec ses carreaux qui sont censés diviser l'écriture. Je vous invite dans un premier temps à renifler l'odeur de ce feutre. Ah, vrai voyage. Est-ce que c'est un voyage sensoriel ? Vrai voyage dans mon enfance de sniffer de colle. Tout ce champ perceptif de l'école, l'odeur des colles, le parfum de la maîtresse. Le parfum de la maîtresse ou du maître, de whisky, de clopes dégueu et de café qui est resté sur les dents. C'est quand même dingue qu'un liquide puisse à ce point rester sur les dents. C'est fou. Est-ce que tu te souviens d'un surveillant qu'on avait au Sacré-Cœur qui, pendant les longues heures d'études, il sniffait ses doigts comme ça, qui sentait la clope. C'est pour se remettre un petit shot de... Ah, c'est terrible de faire ça. Tu te souviens pas de ce gars ? Non. Moi, ça me faisait phaser, je le regardais puis il restait comme ça. Tu vois. C'était Philippe, ça. Ouais, il devait s'appeler comme ça. Ça, c'est un... Philippe les deux doigts qu'on appelle. Philippe les dodes. Le jeu d'aujourd'hui s'intitule Au plus proche. Oh. Les réponses que j'attendront, puisque je parle très bien français, que nous attendons, seront donc des réponses avec des chiffres ou des nombres. Évidemment, celui qui sera le plus proche prendra 1 point. Si on a un tout pile, c'est 2 points. C'est le juste prix. Exactement. Okay. Et merci Popcorn pour l'inspi. C'est tout droit tiré de Popcorn. Première question, messieurs. Quelle est la vitesse de l'ascenseur le plus rapide du monde ? En quoi ? En mètres par seconde. Vous pouvez jouer également chez vous. Indice chez vous. Je crois que j'ai dit une énorme dinguerie. Cet ascenseur se trouve à Guangzhou, dans le Finance Center en Chine. Pas étonnant. Vos réponses ? 150 mètres secondes, 200 mètres secondes. Ça me paraît énorme. Vous êtes complètement à l'ouest, mais c'est Dr. Chon qui prend le point, puisque c'était 21 mètres secondes. C'est déjà énorme, les gars, 21 mètres par seconde pour un ascenseur. Oui, non, mais c'est ce que je me suis dit, parce que 200 mètres seconde, en fait, tu tombes. Bah, t'es aplati au fond de l'ascenseur. Tu meurs. Donc ça fait 1-0. 1 point pour Chon. Deuxième question. En quelle année a eu lieu la première émission de radio ? Puisqu'on est à la radio, j'en profite. Ah, c'est quand l'invention de la radio ? Pour vous donner un petit indice qui n'en est pas vraiment un, c'était la diffusion de l'Opéra de New York, transmis par Radio Publique. C'est très difficile à dire. Quelle année ? Allez, au hasard. Enfin, au hasard, vite fait. Réponse 1899 pour Pierre, 1831 pour Chon. C'est Pierre qui prend le point puisque c'était en 1910. Ouais, je me doutais que c'était début du 19e siècle, mais je ne savais plus. Enfin, Troisième question. Non mais bien joué. Combien de vues compte la vidéo la plus vue sur YouTube ? Et c'est, pour vous la donner, Baby Shark. Baby Shark. Oh, non, ne fais pas ça. Pour les auditeurs, c'est pas gentil. C'est bien la vidéo la plus vue de tout YouTube. En milliards ? Du coup ? Oui. Vous avez le droit aux virgules, si jamais. Ok. Réponse 7 milliards pour Pierre, 41 milliards pour Chon. C'était ambitieux, Chon. Moi, je me suis dit, au moins l'humanité entière, étant donné que les enfants, ils screenent en boucle.
mais c'est bien Pierre qui a le point, mais c'est 16 milliards. 16 milliards, 16,2 c'est énorme. exactement. Le temps de vie de l'humanité, si toute l'humanité se met d'accord pour arrêter de regarder Baby Shark et essayer de travailler sur le cancer, je pense qu'on trouve la solution. Sauf qu'il faudrait que ce soit les chercheurs qui regardent Baby Shark et du coup ça marche pas. Ça marche pas. Ah, c'est dommage. Je tenais un truc. Prochaine question. Vite fait. Un nombre bien plus bas cette fois-ci. Combien de battements de cœur fait une baleine bleue par minute quand elle plonge? Ah, quand elle plonge. À mon avis, ouais, je vais rien dire pour pas te donner des... Chon, 25 battements de cœur par minute. Pierre, 6. C'est tellement gros une baleine bleue, ça fait 30 mètres. C'est Pierre qui prend le point. La baleine bleue, lorsqu'elle plonge, subit 2 battements de cœur par minute. Non. T'imagines le délire ou pas? Ça doit être... Boum. J'adore le battement de ton cœur. Boum. C'est si long, 30 secondes à attendre. Prochaine question, messieurs. T'imagines de la musique de baleine, du coup? Ça doit être si long. Ah ouais. Prochaine question. Combien de pattes possède un mille-pattes dans son espèce la plus extrême et dans le maximum observé? 74? J'en sais rien, frérot. J'ai pas une connaissance assez poussée du mille-pattes. Déjà, on appelle ça un mille-pattes, donc ça devrait déjà donner un petit indice. C'est vrai. Déjà, dans l'intitulé du nom, il y a 347 pattes pour Pierre. On était à 750. Je suis tout prêt. Ouais. Non, mais t'avais pas vu, j'avais mis un 0. Moi, c'était 740. Ah ouais, merde. Putain. C'est con pour toi. C'est con. Donc, le point va pour Pierre. Je suis perdu au niveau des scores, mais j'ai la sensation que je me fais éclater. De toute façon, il s'affiche au-dessus de vos têtes. Non, je suis pas si bien que ça. Et de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a forcément quelqu'un dans sa voiture. Depuis tout à l'heure, il est sur un sans faute. Ouais, certainement. Donc, de toute façon, on perd contre quelqu'un, c'est sûr. Une autre question un peu de culture G que normalement certains d'entre vous, chers auditeurs, et peut-être certains d'entre vous autour de la table auront. Combien d'os compte le corps humain adulte? Oh, c'est tellement dur. Parce qu'en fait, il y a tous les mini-os dans la main, dans les pieds. Oui. Moi, ce qui me fout droit, c'est de me dire que là, tout le monde va se rendre compte que je suis un docteur éclaté. Non, c'est pas vrai. Mais toi, t'es un docteur du cœur. Si vous voulez un petit indice. Non. Pas d'indice. Il n'y a pas de cœur dans le cœur. Enfin, il n'y a pas d'os dans le cœur. Toi, t'es un cardiologue, toi. Ouais, grosso merdo. L'indice que je voulais vous donner, c'était que c'était le nom d'une voiture. Ah, c'était le nom 203 206. Ah. Et donc, c'est Pierre qui prend. Non. Chon qui prend, oui, pardon. Alors, j'ai un petit peu des questions loufoques, voilà, parce qu'on est un peu là pour rire quand même, hein, on va passer du bon moment. Combien de temps en secondes dure le row le plus long du monde, selon le Guinness Book? En secondes, hein. J'essaie de le faire, tu vois. Me dire... 45 secondes pour Pierre, 310 secondes pour Chon. C'est vraiment un long row. C'est le record du monde du row, frérot. Oui, non, mais après, bien sûr. C'est donc Pierre qui prend le point, puisqu'on était sur 73 secondes, ce qui fait 1 minute 13, c'est déjà pas mal. C'est déjà moi, je pensais genre 4 minutes de row, quoi. Ouais, c'est... Le mec, c'est un la quantité d'air qu'il faut. C'est The Grudge. Combien de temps met la lumière du soleil pour arriver jusqu'à la Terre en minutes? En minutes? Ah, ça se compte en minutes? Tu vois, j'aurais pas dit ça déjà. C'est loin, là, le soleil. Hein. Oui. Ça fait une petite trotte, quoi, pour parler un peu technique. Moi, il me semblait que c'est... En minutes, c'est dur. Après, fais-le moi en heure, hein, si tu préfères. Ah, je sais pas. Ou en secondes. Mais moi, j'aurais dit en années. Mais je suis bête, non? En années? Je suis délu. Non, c'est les étoiles. Non, les étoiles. Et encore années, ça me paraît un peu ambitieux. Non, si, les étoiles, c'est en années. Faut qu'elles soient très très loin, alors. Hein. Ah oui, mais des fois, ça met plusieurs dizaines de milliers d'années avant qu'on ait la lumière. Ah, ça doit être très 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 loin, alors. En années-lumière, oui. Oui, effectivement. J'ai répondu de manière aléatoire. 150 minutes. Mm-hmm. Chon, 35 minutes. C'est Chon qui prend le point. La lumière du soleil met exactement 8 minutes et 20 secondes. Je suis désolé pour tous les astronomes qui nous écoutent et tous les gens qui ont une certaine culture de ce qu'est l'univers. Je sais pas s'il y a beaucoup d'astronomes sur Amiens. Vous me direz en commentaire. Peut-être. Hein. Peut-être. J'aimerais bien recevoir un astronome. Des mecs qui bossent chez Airbus, tu sais, à Méholt.
peut-être. Ça n'a rien à voir avec l'astronomie. Ouais, mais ils ont quand même un peu de connaissances, j'imagine. J'aimerais bien parler avec un astronome pour lui poser des questions sur l'univers. Bah, on en invitera un jour. Ouais. Thomas Pesquet, si tu nous regardes et que tu passes par Amiens, Et on lui dit on adore ton univers. J'adore ton univers. J'adore ton atmosphère. L'atmosphère que tu dégages est vraiment. Super. Prochaine question, messieurs. Combien de mètres mesure le spaghetti le plus long jamais cuisiné? Oh non, mais le Guinness Book, c'est trop dur. Combien de mètres? Jusqu'où ils ont pu aller, ces cons là? C'est le plus long. Quoi? Non mais les gars, faites un effort, putain. Le mec il me sort 6 mètres, tu te doutes bien que le spaghetti le plus long du monde fait bien plus de 6 mètres. Mais frérot, les réponses, elles sont tellement difficiles à trouver depuis tout à l'heure que là, je réponds en aléatoire. Il a dit 700. 3776 mètres. 3 kilomètres de spaghetti. Mais frérot, tu peux aller faire la muraille de Chine avec ton spaghetti. Ouais. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est ça le record Mais- du monde. Mais il faut le cuire, le spaghetti. Ouais, mais il faut une très très grande casserole. Et ça s'enroule un spaghetti. Tu sais. Ah ouais, mais non, tu peux pas l'enrouler parce que du coup. Bah, non mais si c'est un spaghetti avec de la pâte fraîche, il est pas dur comme les spaghettis qu'on a en bâton. Ouais, c'est probablement ça. Eh oui. Mm. Bon bah vous êtes complètement à l'ouest. Prochaine question d'ordre animal Ah, ça parle de toi alors. et de nous. Mm. Combien de dents? Il y a peut-être un piège, je vous le dis. Bien, ça veut dire qu'il y a un piège. Combien de dents possède un escargot? Eh bien, alors là, je crois que je connais la réponse. Une dent. Pourchon, très peu pratique. Une dent. Non. Ouais. Fais Et pas Pierre trop. qui dit 100. 100. Je crois que c'est plein de micro petites dents pour Eh bien, mâcher les tu as feuilles. raison. Sachez qu'un escargot possède environ 14 000 dents. 14 000. J'étais quand même pas Une loin. dent. J'ai- La gueule de con. J'aimerais bien avoir une photo d'un escargot à une dent faite en montage. s'il vous Ah plaît. ouais. Je vais m'en occuper. Je la mettrai au montage. Frérot, je m'étais dit c'est soit extrêmement grand, soit extrêmement petit. J'ai même hésité à mettre 0. Tu vois quoi. Bah, pour moi, franchement, si j'avais dû jouer, j'aurais mis soit 0, soit 100 000, tu vois. On retourne dans le délire de bouffe et on repart sur un record du monde. Me dis pas 2, s'il te plaît, Chon. Combien pèse la pizza la plus lourde du monde en kilos? Attends. Avec ou sans les ingrédients? Ah, tu m'en demandes trop. Je pense qu'elle est garnie. Elle est garnie, c'est garnie par quoi? Est-ce que c'est une reine? Mais tout Non, parce dépend. que si c'est une hawaïenne, il y a plus d'eau, tu vois. C'est vrai. Ça change rien au Attends, poids. Là, attends. on est sur 1 kilo de plume ou 1 kilo de plomb. Là. Attends. On parle en kilos de pizza, quoi. Je vais vous manger le cerveau, les gars. À mon avis, ça doit être une margarita parce que ça Attends, va plus vite à faire. Pierre, s'il te plaît, laisse-moi me concentrer 2 secondes, parce que là, il y a une... Il y a énormément de choses qui se Je jouent. suis en là. train de me faire devancer, je pense que tu essaies de me brain le cerveau. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Combien pèse la pizza la plus lourde du monde en kilos? Ok. Je vais vous manger, bande de fous. Ah, j'ai vu plus. 1,5 tonne. Et 2 Pour tonnes Chon. pour moi. Eh ben, c'est Chon qui prend le point. Non. C'était... Attends. C'est Non, combien? je dis bien, c'est Non. 12 200 kilos. Non. Ah, c'est bah 12 c'est 12 tonnes. Oh, Oui. le fou. En fait, Ah, le faux espoir, on frérot. sous-estime trop. On sous-estime trop. Bah ouais, attends, 1,5 tonne, je me suis dit, mais c'est énorme. C'est énorme. Et, est-ce qu'ils l'ont mangé au moins? Parce que ça Bah, se je fait pas. pense. Ouais. On retourne sur des petits records un peu extrêmes dans la nature. Un Quelle peu est la extrême. température la plus froide jamais enregistrée sur Terre? Et un petit bonus, où elle a été Et tu enregistrée? te rends compte que c'est un peu antinomique de dire un peu extrême. C'est soit extrême. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était un peu extrême. J'aime bien être antinomique. Attends. Et j'aime bien le mot en plus. T'es pas prêt, frérot. Là, tu vas pas manger le cerveau. Donc, petit indice, on est sur du négatif. Moi, je vous dis, les gars, j'ai la réponse. Ah, tu l'as? Tu l'as en Fahrenheit? On ou a- tu l'as- On n'a pas encore eu de tout pile. Hein. C'est en Celsius, hein, je préfère vous le dire aussi. On sait Ok. jamais. Allez-y. Moins 70? Moins 12 000? Frérot, je t'ai dit, je vais tout niquer. Putain, t'es chaud, mec. C'était moins 89 degrés,2. Est-ce que vous avez une idée de où c'est? Oui. Bien sûr. Sûrement en Russie. Au Pérou. En Sibérie? À la station de Vostok, Bah, en Antarctique. Ah, mais Vostok, ça appartient à la Russie. Mais c'est en Antarctique. Antarctique russe. Et c'était en 1983. Non, je suis même pas sûr que ce soit la Russie, mais ça ressemble. Y a pas un truc avec une mission dans Call of ou un truc comme ça à Vostok? Et
Je veux pas vous contredire, les gars, mais je pense que la question était quand même assez imprécise. Parce que je suis sûr qu'il a pu faire moins 12 000 sur Terre à un moment. Ouais, mais on parle de la température la plus basse jamais enregistrée. Mais si elle a jamais été enregistrée, Et techniquement, si tu trempes comment ça s'appelle? Un thermomètre dans de l'azote liquide. il y a moyen que t'as. Mais là, on parle de nature, naturelle, quoi. Ah Ouais, oui, mais naturel, et tu l'avais pas dit. Je pense qu'il y avait une fourberie dans la question. Ouais, je suis Donc je pense d'accord. qu'on doit annuler ce point-là. Oui, si tu veux. Prochaine question. On retourne sur de l'animal. Ah, Là, je vais vous demander une question en pourcentage. ok. Combien de mètres fait... Enfin, Non, ça n'a aucun sens. non, ouais, si c'est en pourcentage, Je non. vais vous demander une réponse en camembert, s'il vous plaît. Combien mesure la langue d'un caméléon par rapport à son corps en Ah. pourcentage de sa taille? Hmm. Donc 100%, ça ferait la taille de sa taille. Hmm. Est-ce qu'elle fait 50% de sa taille? Est-ce qu'elle fait 300% de sa taille? Est-ce qu'elle fait... Ce silence est horrible. C'est Chon qui prend le point, Non. Si j'ai dit 130%, t'as dit 480, frérot, t'as pété les plombs. puisque la taille de la Le langue mec, c'est hyper long. représente 200% de sa taille, donc le double. T'as vu La langue d'un Ouais, mais- caméléon fait 2 fois sa taille. Moi, il pouvait aller carrément plus loin, genre 5-6 fois sa taille, tu vois. Non mais frérot, c'est un caméléon, c'est pas Spider-Man. Il a pas vraiment faim. Ouais, je disais. Prochaine question. Quel est le désert le plus grand du monde et quelle est sa superficie Ah, en kilomètres carrés? Ah, tu veux la superficie Bah, ou tu veux le nom du désert? La superficie. Et si Ah. t'as le nom, c'est un bonus, mais Je crois que c'est ce désert-là. en mètres carrés, enfin en kilomètres carrés. Ça veut dire que tu me demandes de connaître des noms de déserts là. Et moi, Non, j'en- surtout donne-moi un chiffre. un chiffre, ok. Et après, il y a un point bonus sur le nom, enfin sur le nom du désert. Hmm. Où est-ce qu'il se situe, mais c'est un point bonus. Tout se joue sur la taille. Je crois que c'est ce désert-là, mais j'ai un doute. Le désert de Gobi, Ouais, c'est pas ça. 6000 km² pour Chon, 100 000 km² Oui. pour Pierre. La taille est environ de 14 millions de kilomètres carrés. Et c'est tout simplement l'Antarctique, qui est un désert polaire. Oh Tu ouais, non, ça compte pas, les Ah bah, déserts. les gars, non, J'attendais la douille comme ça. non, désert, c'est dromadaire, c'est Non, thé à la ouais. menthe. C'est aussi phoque et Rien et du tout. ours J'ai polaire. hésité, je me suis dit il y a forcément une douille quelque part. Hmm. Voilà. Je pense C'est qu'il faut si annuler, grand. il faut annuler ce point. C'est si grand l'Antarctique. Eh oui, ça en fait des kilomètres carrés. 14 millions. Le plus grand frigo, finalement. T'aurais pu la poser comme ça, la question. Ouais, mais ça aurait été là pour le coup une vraie douille. Oui, c'est vrai. Prochaine question. Combien de kilomètres parcourt la lumière en 1 seconde? Dans le vide, je précise. Bien sûr. Sinon, ça change tout. En kilomètres. Combien la lumière parcourt-elle en 1 seconde? 100 000 kilomètres? 666 kilomètres? Ah ouais, le chiffre du diable, carrément. La lumière parcourt en 1 seconde un peu moins de 300 000 kilomètres. Ah oui, je me doutais que c'était beaucoup. Un peu moins, il a dit. Hein. 299 792 kilomètres. Ouais, je l'avais pris. Qui prend le point là? C'est moi. Ok. Entre 600 et 100 000. Question un peu plus farfelue. Lu. Combien de litres de bière ont été bu lors de l'Oktoberfest de Munich en 2023? Oh, en hecto ou en litres? En litres? Ah. Combien de litres de bière ont été bu lors de l'Oktoberfest de Munich en 2023? 1 million, 1 million. Donc il y aura ex aequo sur cette question. Mais on est à 6,5 millions de litres. Ah, je me suis dit, je vois grand, je mets 1 million. On joue trop petit bras, Chon. Alors, moi, je sais pas. Soit trop petit bras, soit trop gros, je sais pas. Mais il y a un trop quelque part. Voici la dernière question, messieurs, Ok, et on arrive à la fin. On joue tout là-dessus. Ouais, c'est la question bonus. C'est pour un compte double, si vous voulez. Non, non, non. Non, compte quadruple. Compte tout. Compte tout? Ouais. Tu remets tout en jeu. Parce que tu On gagnes. met je tout au jeu. crois. Ok, vas-y, je vais tout donner sur celle-ci. Celle-là, vous pouvez la voir si vous avez regardé un peu des documentaires. C'est un peu plus culture générale, mais un peu plus accessible. Quelle est la profondeur? Oh non. La plus profonde? C'est la fosse de Marianne. Point. C'est ça la question. Quelle est la profondeur la plus profonde? De la fosse de Marianne. Je sais pas si c'est Jamais la fosse de mesurée Marianne. dans l'océan. Je suis pas sûr que ce soit la fosse de Marianne. le Et plus où long. se trouve-t-elle? C'est pas tant que ça. Faut pas se faire ken. C'est pas si profond que ça. Pour vous le dire, on parle bien de la fosse de Marianne. Ouais. Déjà, je dois avoir un point bonus. Mais bon. La réponse est en mètres. En mètres Mais ça peut être 1 million de mètres. Hein. Oui, oui, oui. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est 40 km.
40 000 mètres, 8624 mètres. Mais peut-être je me trompe. Et sur cette question, C'est moi qui gagne, frérot. c'est Chon qui prend. Oh non. On est sur 10 984 mètres. Ah, je savais que c'était plus que 10, mais je pensais que c'était plus, mais moins. Ah, félicitations. C'est Bien comme joué. ça, hein, frérot, c'est la culture G qui l'emporte à la fin. Oh là 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 là. Je suis content. Ça vous a plu comme petit jeu? C'est sympa, c'est participatif, il y a des Franchement. ardoises. De tous les jeux que tu nous as proposés, et je parle même pas du fait que tu es investi, c'était le meilleur de Bah tous. non, la dernière fois c'était cool aussi. Ah oui, il était bien la dernière fois. C'est quoi déjà? Mais en fait, Chon, il dit ça parce que c'est la première fois qu'il gagne. C'est pas faux. Et On donc- sait pas s'il a gagné. Le score s'affiche au-dessus de leur tête. Bah si, puisqu'il a gagné la dernière. Ah oui, mais bon, moi je compte les points, je joue pas là-dessus. Moi je suis pas là. Oh, non, 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 on a dit. C'était quoi c'est déjà tout. la dernière fois? J'avais fait quoi déjà? J'en ai La aucune dernière idée. fois, Ah mais si, IA aux réalités. C'était bien. Ah, c'est ça. c'était pas mal. Et je m'étais fait bousiller aussi. Bousillé. Hein. J'avais fait un sans faute. Aussi. Non. Si. C'est vrai. Presque. Ah non, si Non, t'avais non, fait un sans sans faute, faute. ouais, je crois. Oui, oui. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Voilà quoi, la prochaine fois on se retrouvera pour une nouvelle. La prochaine fois, on sera plus vieux. Et on aura un astronaute avec nous. Et il y aura peut-être des gens qui seront morts. Ouais. D'ici là, certainement, ouais. L'escargot, par exemple, avec ses Ouais. 14 000 dents. Exactement. Comment il fait quand il a une carie, l'escargot? Oh, la galère, même La pour le galère. dentiste. C'est celle-là? Non, juste derrière. Celle-là? Non, un petit peu avant, un peu plus à gauche. Merci à tous d'avoir écouté cette émission ou de l'avoir visionnée sur YouTube. Donnez plein de love à tous vos proches. Bisous, cheese. Kiss. Lol. Bisous tout le monde. À la prochaine. Yeah. Thank you.